Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chez Hibou, on a décidé de vous parler de la gestion value. Pourquoi la gestion value? Parce que c'est ce qui caractérise un peu notre site d'information financière et boursière, c'est de préconiser une gestion value. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique. La question qui se pose, c'est de comparer la gestion value aux autres gestions. Et on va prendre l'exemple d'un investisseur extrêmement pertinent et on va prendre l'hypothèse que cet investisseur, il a décidé d'investir non pas titre par titre, mais dans un premier temps au travers d'indices. Et il a compris, si vous voulez, que l'économie dans laquelle nous étions rentrés était une économie de connaissance et que donc ce qui avait de plus rentable, c'était la technologie. Et donc il a investi dans l'indice Nasdaq. Voilà, probablement au travers d'ETF, mais il a fait ça. Et vous voyez sa performance qui est symbolisée par la droite de régression, c'est-à-dire la tendance long terme de l'indice, c'est 10,7% par an. Donc c'est une très belle performance. S'il avait acheté l'indice du Standard & Poor's 500, il aurait fait 6,3% par an. Bon, alors, dans les deux cas, les dividendes ne sont pas inclus. Il y en a très peu sur le Nasdaq, il y en a plus sur le Standard & Poor's 500. Donc peut-être que dividendes réinvestis, la performance aurait été, le différentiel de performance aurait été moindre. Maintenant, imaginons que cet investisseur soit encore plus futé que ça et il décide de faire une sélection d'actions. Et son idée, si vous voulez, c'est je vais sélectionner les stars, les meilleures actions, celles qui ont le plus d'avenir, le plus de récurrence, le plus de vitesse intrinsèque, et je vais uniquement sélectionner celles-là pour constituer mon portefeuille. Et on va prendre l'hypothèse, comme dans le portefeuille que vous voyez ici, eh bien que cet investisseur, il a vraiment eu un sens inné de l'investissement et il n'a investi que des sociétés qui ont réussi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté de l'Alibaba, de l'Air Liquide, du Dassault Systèmes, du Zara, c'est-à-dire de l'Inditex, de l'Apple, du LVMH, du Hermès, de l'Amazon, de l'Alphabet et du L'Oréal. Et on vous a mis ici, pour chacun des titres, la pente de sa droite de régression, qui est calculée sur le site Hibou dividendes réinvestis. Et donc, vous avez la véritable performance de l'investissement. Bon. Et donc, ça fait qu'il a une moyenne, sur la longue route, avec cette sélection exceptionnelle de stars, de 16,2% par an. Voilà, c'est absolument exceptionnel. Voilà. Vous allez rencontrer très peu de gens dans votre vie qui ont une performance sur leur portefeuille de 16,2% par an. Bon. Alors, la première chose qu'on voudrait vous dire, c'est que c'est moins simple que ça en a l'air. Parce que si vous voulez, on se situe aujourd'hui et on regarde dans le rétroviseur, on prédit le passé. Voilà. Mais au jour le jour, c'est plus compliqué. On va prendre deux exemples. On va prendre Hermès. Bon, imaginez que l'investisseur ait toujours de l'Hermès aujourd'hui. Bon, Hermès, ça fait 18,6% par an. C'est exceptionnel. Hein. Bon. Mais qu'est-ce que c'est qu'Hermès? C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat de haut de gamme, de très haut de gamme, de grand luxe. Bon. Est-ce que ce niveau de luxe et d'artisanat est compatible avec une croissance mondialisée dans la durée? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les gens fortunés qui font leurs courses chez Hermès vont se dire « Bon, finalement, tout le monde a de l'Hermès, est-ce que je ne vais pas avoir envie d'avoir un artisanat moins mondialisé, plus exclusif? Est-ce qu'il ne va pas naître des niches d'artisanat progressivement concurrençant les grandes marques de luxe ?» Voilà. C'est une question qui peut se poser. On n'a pas eu tout la réponse chez Hibou. Peut-être qu'Hermès va continuer sa route comme elle a été sur les 30 dernières années. Mais ce qu'on veut simplement vous montrer par là, c'est qu'à tout moment, des questions fondamentales se posent. Bon. Prenons un autre exemple. Notre investisseur, il a décidé d'investir sur Netflix. Parce que Netflix correspond, comme les sociétés qu'il a déjà achetées, à une grosse société qui a un avantage concurrentiel, qui est sur un marché porteur, voilà, et qui est récurrente parce qu'elle vit d'abonnements. Bon, alors on vous a mis ici la graphique et la droite de régression de Netflix, et puis, depuis notre exécution en bourse, et puis qu'est-ce qu'il a fait l'investisseur? Il s'est décidé, par exemple, le 19 mars 2020, il a acheté, Netflix est sur sa droite de régression, elle vient de baisser à cause du Covid, et même si ensuite elle va repartir parce qu'elle va être favorisée en fait par le Covid, bon, il pense que c'est ce qui va se passer, et donc il achète à 332 $. Voilà, se disant, les gens vont être confinés, donc ils vont s'abonner à Netflix. Bon. Très bien. A priori, c'est un bon achat sur une très belle société qui a une très belle pente. Qu'est-ce qui se passe? On est aujourd'hui
on vous a mis le cours au 7 novembre 2022, eh bien, le cours est à 258,6 $. Voilà. Il a perdu de l'argent. Bon. Pourquoi est-ce qu'il a perdu de l'argent? Parce que tout à coup, Netflix a eu moins d'abonnés. Pourquoi Netflix a eu moins d'abonnés? Peut-être que les gens sont un peu lassés du catalogue. Peut-être qu'il y a une concurrence qui monte, des gens très très forts comme Amazon, qui commercialise également des films en streaming. Et voilà, bon, on n'a pas la réponse, je ne cherche pas à vous le donner. C'est simplement pour vous dire que la question se pose, est-ce qu'il doit garder ce titre ou pas? Donc voilà, ce qui a l'air très simple, vu du passé, à un moment donné, vous voyez, il y a toujours des questions, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit. Donc l'investisseur qui effectivement a réussi avec 10 titres exceptionnels à faire 16,2% par an, c'est vraiment une exception parmi les exceptions, c'est la crème de la crème. Voilà. Donc à partir de cette constatation, on se demande, ben, est-ce qu'il est possible à un investisseur beaucoup plus moyen de faire mieux et pourquoi? Parce qu'il va faire quelque chose de plus simple et il va le faire avec une gestion value. On va prendre un exemple. Alors évidemment, pour une gestion value, il vaut mieux avoir des actions volatiles, hein, c'est plus intéressant. Donc on a pris une société que tout le monde connaît, qui est volatile, qui est la Société Générale. Bon, vous avez ici le graphique de la Société Générale depuis le début des années 90, et on va considérer que voilà, l'investisseur il se met à investir, si vous voulez, à partir de 2007-2008. Bon. À partir de 2007-2008, vous voyez, il y a 3 périodes. Oui, alors, le principe d'investissement de cet investisseur, sa stratégie d'investissement de cet investisseur assez simple, assez moyen, c'est de dire, ben, c'est très simple, moi j'achète quand le titre est un peu en dessous d'un écart type en dessous de sa droite de régression, et je vends quand il revient un peu au-dessus de sa droite de régression. Voilà. Sachant que par définition, un titre, il y a toujours des moments où il est au-dessus et des moments où il est en dessous de la droite de régression. Donc si la droite de régression est stable, si vous achetez en dessous, nécessairement, un jour ou l'autre, le titre sera au-dessus. Voilà, c'est mathématique. Bon. Donc, la première fois, il achète pendant la crise de 2008, et puis ensuite il revend dès qu'on va au-dessus, et voilà, c'est ce qui est en vert, et il achète ce qui est entouré en orange. Bon. Donc vous voyez, il a eu 3 occasions d'achat et 2 occasions de vente. Bon. Alors, la première fois qu'il achète, c'est en mars 2009, il achète à 11,07 €. Alors vous allez vous dire, ben 11,07 €, on ne l'a jamais coté sur la Société Générale en 2009. Encore une fois, si vous voulez, c'est un cours calculé dividende réinvesti. Donc le 11,07 € de 2019, ça correspond peut-être à 18-19 € en cours coté, dividende non réinvesti. Hein. Bon, alors il achète là, et vous voyez, on a fait une compression, c'est-à-dire qu'on a arrêté le graphique et la droite de régression en 2009 pour être vraiment dans les mêmes conditions que celles de l'investisseur au moment où il va décider d'investir dans la Société Générale. Voilà, donc il fait cet achat en mars 2009 et il a beaucoup de chance parce que presque tout de suite, en août 2009, l'action redépasse la droite de régression avec beaucoup de vigueur et il vend à 27,80 €, donc quelques mois après son achat. Voilà, 6 mois. Et en fait, il a fait 2,5 fois la mise en 6 mois. Vous voyez, c'est très remarquable. Bon, il retire son cash et il attend que la Société Générale soit à nouveau en dessous d'un écart type, en dessous de la droite de régression. Cet événement se produit en 2011. Vous savez, 2011, c'est au moment de la crise de tout ce qu'on appelle les comptes publics des États du sud de l'Europe, le Club Med, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc. Voilà, il y a des doutes sur l'euro, et donc les banques baissent énormément, et donc la Société Générale cote à ce moment-là 10,36 €, dividende réinvesti toujours, et elle va très rapidement en dessous d'un écart type, en dessous de sa droite de régression. Donc il achète et nous sommes en septembre 2011. Bon. Alors là, la crise est plus dure que ce qu'il aurait pu penser. Il faut un certain nombre d'années pour que le cours repasse au-dessus de la droite de régression. Il faut 2,5 ans. Et donc au bout de 2,5 ans, il revend. Nous sommes en janvier 2014, le 22 janvier. Il revend pas au plus haut, mais un petit peu au-dessus de la droite de régression, il vend à 30,15 €. Voilà. Et donc, en 2,5 ans, il a fait 3 fois la mise. Hein. Il a fait 3 fois la mise du capital qu'il avait retiré de sa première vente en 2009. Bon. Et il se met à nouveau en liquide et il attend.
Et puis, il y a une nouvelle crise, c'est la crise du Covid. Et là, la crise est très brutale, donc il a un peu peur, il n'achète pas tout de suite. Le cours remonte, le cours redescend encore plus bas, il n'achète pas, il a un peu peur, et puis le cours remonte. Voilà, on n'est pas tout à fait à un écart type en dessous de la droite de régression, mais on revient quasiment à ce niveau-là, il achète. Bon, nous sommes en janvier 2021, il achète à 16,44 €, dividende réinvesti, il aurait pu faire beaucoup mieux, mais bon, c'est tout de même pas mal. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la Société Générale n'est pas revenue au niveau de sa droite de régression. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cote? On cote 24 €, donc il est gagnant, mais vous voyez, la droite de régression, le 6 janvier 2021, au moment où il achetait, était à 34,31 €, et maintenant on est à peu près à 37 € pour la droite de régression. Donc il attend que la Société Générale recoupe la droite de régression. Bon. Alors, maintenant, on va calculer quelle était la performance de cet investisseur. Alors, au global, l'investissement uniquement en Société Générale et sur le cours actuel, c'est-à-dire sans avoir encore revendu, eh bien, l'investisseur, il a fait 10,7 fois la mise. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait 17% par an pendant 15 ans. C'est-à-dire, il a fait un chouïa mieux, voilà, que l'investisseur exceptionnel qui avait fait le meilleur top picks qu'on puisse imaginer. Bon. Et l'investissement n'est pas fini. La droite de régression aujourd'hui est à 37 €. Bon. La pente de la droite de régression, elle est faible, c'est 4,2%. Donc ça veut dire que dans un an, la droite de régression sera à 38,55 €. Bon. Imaginez qu'ils vendent dans un an et qu'à ce moment-là, la Société Générale ait cassé à la hausse la droite de régression. Eh bien, à ce moment-là, il aura une performance de 19%, enfin plus de 19% par an pendant 16 ans. C'est-à-dire que, aussi bien aujourd'hui, alors que son dernier investissement n'a pas encore porté ses fruits, que dans un an, au cas où son investissement porterait ses fruits, dans les deux cas, il a fait mieux qu'une sélection hors norme de titres, d'exception, et il a eu une performance proche que celle d'un investissement que quelqu'un qui aurait uniquement acheté de l'Hermès, sur cette durée de temps et qui serait vraiment resté dans ce titre d'exception et n'aurait pas bougé. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Première chose qu'on peut dire, c'est que la gestion value, c'est simple. C'est à votre portée, c'est à la portée de tout le monde qui est un peu discipliné, voilà, qui applique une méthode. Et si on fait ça, eh bien, la gestion value, c'est très rentable. Bon, alors, les questions qui se posent, c'est comment la mettre en œuvre? Voilà, parce que quelle est la méthode qu'il faut appliquer? Est-ce qu'on peut étendre ça à d'autres exemples que la Société Générale? Et notamment, deuxième question, comment éviter ce qu'on appelle les value traps, les values qui ne remontent jamais à la droite de régression? Voilà. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. On va essayer de vous montrer à travers quelques exemples d'aujourd'hui, hein, pas du passé, d'aujourd'hui, ce qu'on peut espérer, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une gestion value. Et s'il y en a qui sont intéressés, vous avez un lien là, juste en dessous. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site Ibou. On va avoir un live. Vous savez, un live, c'est une réunion qu'on fait en direct pour nos abonnés, dans laquelle on va parler globalement de l'état des marchés, de quelques titres. Et vous aurez ça en plus. Vous pourrez ça avoir en plus de la vidéo qu'on va visionner sur les quelques exemples. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Et à très bientôt avec l'équipe Ibou.